Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon genre de jeu préféré depuis que j'ai l'âge de 11 ans, depuis que j'ai eu accès à un PC. Il s'agit des MMORPG. Que ce soit World of Warcraft, Star Wars The Old Republic ou bien The Elder Scrolls Online, vous avez forcément déjà vu ou entendu parler d'un MMO si vous traînez sur le net. Depuis le début des années 2000, c'est un genre qui a véritablement explosé, notamment avec le succès de certains titres qui ont permis la popularisation de ces univers permanents. Pour les gens qui n'y ont jamais prêté attention, je vous résume grossièrement ce qu'est un MMO. Imaginez un univers permanent où des milliers de joueurs forment une communauté basée sur des rapports sociaux et économiques. Ces joueurs participent à des combats entre joueurs ou contre l'intelligence artificielle, organisent des rassemblements dans le jeu, explorent un contenu régulièrement mis à jour, exécutent des missions, etc. À l'image de la réalité, les MMO permettent simplement aux joueurs d'évoluer dans un univers différent du nôtre, étant cependant régis par des règles implicites qui structurent les bases de cet univers. À titre de comparaison, prenez Minecraft. On peut faire tout plein de choses dans Minecraft, comme construire des bâtiments gigantesques ou encore dégommer du zombie à profusion. Cependant, le jeu est basé sur des lois dont dépendent de nombreuses libertés données aux joueurs. Pour faire pousser du blé, on a besoin d'eau, certains blocs sont soumis à la gravité, les crafts sont basés sur des combinaisons de composants qui sont immuables, etc. Et bien, dans les MMO, c'est pareil. Les combats sont sous-tendus par des formules mathématiques qui dépendent en partie de notre équipement et de la classe que l'on joue, l'économie des serveurs fluctue d'une simple variation de la demande des joueurs, un joueur seul ne peut pas prendre d'assaut une capitale ennemie, etc. En soit, les MMO sont des cyberespaces complexes dont les millions de joueurs qui les parcourent à travers le monde forment les principaux acteurs du développement de ces univers imaginaires. Si pour beaucoup de personnes, les MMORPG représentent une activité et un loisir comme un autre, d'autres en revanche ne sont pas de cet avis et mettent en avant les méfaits de cette pratique. Souvenez-vous, il y a quelques années encore, certains médias prenaient plaisir à faire leur chou gras sur des sujets comme l'addiction aux jeux vidéo et la dépendance de ces univers virtuels capables d'arracher les joueurs à la vie réelle. Depuis, les débats se sont calmés, d'autant qu'il y a malheureusement des problèmes beaucoup plus graves dans notre société actuelle que celui d'une poignée de personnes qui se sont laissées dépasser par leur activité in-game. Cela dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à plusieurs demandes personnelles sur le net, à savoir la représentation du genre du MMO et son histoire. C'est vrai, j'ai passé un petit bout de temps à chercher des vidéos rétrospectives sur les MMO, mais rien qui ne dresse un tableau général depuis les racines du genre à aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire moi-même, étant donné que le sujet me passionne et que je pourrais en faire profiter les gens que ça intéresse. J'ai donc décidé de tracer l'histoire des MMORPG depuis leur source à la fin des années 1970, avec la création des MUD, des jeux d'aventure textuels en ligne, jusqu'en 2004 avec World of Warcraft qui a véritablement popularisé le concept. Entendons-nous sur le fait que cette rétrospective n'a pas pour but d'être exhaustive, de 1 parce que le nombre de MMO existants est conséquent depuis près de 30 ans, et de 2 parce que certains ne sont pas nécessaires pour comprendre l'évolution du genre. Vous me pardonnerez donc, je l'espère, certains oublis volontaires, en avant pour l'histoire des MMORPG à ma sauce. Le début de notre voyage à travers le temps commence en 1978 avec la création d'un MUD, comprenez multi-user donjon ou donjon multijoueur, connu sous le nom de MUD1. Basé sur les jeux d'aventure textuels comme Colossal Cave Adventure sorti en 1975 sur les micro-ordinateurs de l'époque, MUD1 fut créé par Richard Bartle et Roy Tropstow, deux étudiants à l'université d'Essex au Royaume-Uni. Premier jeu de rôle en ligne à proposer un monde permanent qui persistait sans que personne n'y soit connecté, il était basé sur l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons. Contrairement à un jeu solo avec une trame narrative comme dans Skyrim par exemple, les joueurs étaient libres d'agir et d'interagir avec le jeu et les autres joueurs. En 1980, l'université d'Essex obtint une connexion au réseau ARPANET, le premier réseau de transfert de données, la base de l'internet actuelle. Cela contribua au succès de MUD1 au point de surcharger les serveurs de l'université, poussant les créateurs de celui-ci à restreindre l'accès au jeu sur des plages horaires nocturnes. Le succès de MUD1 donna également naissance à de nombreux clones dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Le terme MUD fut alors utilisé pour désigner les jeux similaires à MUD1. En 1987, MUD1 ferma les serveurs situés à l'université d'Essex, remplacé par Myst, un autre MUD qui ferma lui aussi ses portes en 1991. De ces prémices du MMO tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous pouvons retenir deux éléments primordiaux, l'interaction des joueurs et la possibilité d'agir dans un monde persistant, ainsi que la connexion à distance via un réseau d'échange de données. Vous noterez également que l'ancêtre du MMO actuel utilisait l'imagination comme carte graphique et que les possibilités des joueurs se restreignaient à l'usage de mots-clés pour interagir avec le jeu. Si vous souhaitez creuser le sujet par vous-même, vous apprendrez que le co-créateur de MUD1, Richard Bartle, a publié en 2003 un livre intitulé Designing Virtual Worlds, qui s'est rapidement fait connaître sous le nom de The Bible of MMORPG Design, rien que ça.
Si les MUD ont connu une expansion conséquente dans les années 80, l'innovation ne fut pas pour autant absente de cette décennie marquée par l'agence Tourisk. Même si ce que je viens de dire n'a pas vraiment de rapport avec ce qui suit, Créé initialement en 1985 par Randy Farmer et Chip Morningstar, deux développeurs du studio LucasArts, le MUD graphique Habitat fut accessible à partir de 1986 en version bêta. Premier MUD à introduire de l'infographie pour représenter les parties du monde virtuel pour les joueurs, il fut à l'origine de nombreuses nouveautés. Comme je vous l'ai dit, il y eut la représentation graphique de l'univers et des avatars visibles à la troisième personne pour les joueurs. De plus, le jeu fut à l'origine d'un système économique interne, d'événements publics organisés par des maîtres du jeu, ainsi que des zones PVP, ou joueur contre joueur si vous préférez, et des zones PVE, ou joueur contre environnement. Prenant part dans un monde insolite similaire au nôtre, il n'y avait là encore aucune histoire structurant le jeu. C'était le rôle des joueurs de structurer la vie du cyberespace et non l'inverse. Cependant, des règles régissaient l'univers pour éviter au maximum un chaos généralisé. Disponible sur Commodore 64 et restreint aux États-Unis, le jeu nécessitait l'accès au fournisseur de connexion Quantum Link pour un tarif avoisinant les 150 € par mois. Même si le titre est resté un jeu de niche entre guillemets, il a beaucoup influencé l'industrie des MMO. Si MUD 1 en 1978 annonçait les prémices du MMO moderne, le MUD graphique Habitat en fut le précurseur sur de nombreux points. Non seulement les graphismes couplés au texte des MUD ont permis un grand pas en avant, mais c'est le fonctionnement interne de la communauté des joueurs et de leur influence sur leur cyberespace qui marqua les esprits. Renommé Club Caribe en 1988 puis repris par les japonais en 1990 sous le nom de Fujitsu Habitat, le jeu connut un dernier renouveau en 1995 sous le nom de World's Away aux États-Unis. La franchise inspira de nombreux jeux en ligne dans les années qui suivirent, notamment un certain Neverwinter Nights sorti en 1991. Pour ceux qui connaissent le MMO Neverwinter sorti en 2013, je vous assure tout de suite, on est très loin de cette qualité graphique. Même si côté mécanique et gameplay, on va se mettre bien. Neverwinter Nights, sorti en 1991 sur MS-DOS, fut le premier jeu en ligne à ne plus être considéré comme un MUD graphique mais comme le premier MMORPG. Édité par AOL et développé sur le moteur Goldbox de l'entreprise Strategic Simulations qui détenait les droits de la licence Donjons et Dragons, le jeu s'inspirait largement de cette dernière et prenait place dans l'univers des Royaumes oubliés. Dans cet univers médiéval fantastique qui prédominait depuis MUD 1 en 1978, les joueurs étaient invités à explorer des régions variées, à améliorer leurs caractéristiques et leurs compétences, le tout à travers des combats en PvE et en PvP. Si cela peut paraître classique voire indispensable à un MMO aujourd'hui, le jeu introduisit également de nombreuses nouveautés. On peut aussi compter un système d'alignement pour les joueurs en fonction de leurs actions, un choix de race et de classe de personnages variés, de nombreux donjons, un système de guildes et un classement PvP des meilleurs joueurs. Une des grandes nouveautés du genre fut également l'implantation de l'exploration et des déplacements des joueurs dans une vue à la première personne et des combats visibles à la troisième personne. Le jeu connut aussi de nombreuses extensions au bonheur des nombreux joueurs qui parcouraient l'univers étendu des Royaumes oubliés. Et quand je dis de nombreux joueurs, pour l'époque c'était vraiment quelque chose de colossal. À la fin de vie du titre en 1997, le jeu comptabilisait plus de 115 000 joueurs, considéré ainsi comme le premier grand succès mondial du MMORPG. Il domina ainsi la sphère des jeux en ligne sur une majeure partie des années 1990, s'arrêtant sur un désaccord entre les différents actionnaires du jeu en 1997. La même année cependant sortit un MMO qui est toujours actif aujourd'hui, un MMO très connu édité par Electronic Arts et sans doute que quelques-uns d'entre vous le connaissent. Mais avant cela, nous allons faire un petit détour en 1995. Et pourquoi 1995 ? Eh bien tout simplement parce que c'est l'année de sortie du tout premier MMO en 3D, Meridian 59. Sorti sur Windows en 1995 et édité par la 3DO Company, Meridian 59 est inspiré de Wolfenstein 3D ou Doom pour le moteur graphique et Neverwinter Nights pour ce qui est de l'univers. Le jeu prenait place dans un univers médiéval fantastique et l'intérêt principal résidait dans une immersion à la première personne permanente dans un univers en 3D. L'univers à explorer était assez vaste et réutilisait les mécaniques de ses prédécesseurs, à savoir un système politique de factions, de guildes, etc. Même si le contenu haut niveau résidait exclusivement dans le PvP, celui-ci avait des conséquences sur le contrôle de certaines zones du jeu afin d'exploiter au mieux les ressources à disposition des joueurs. Si les serveurs du jeu ont fermé en 2001, vous pouvez toujours tenter l'expérience aujourd'hui. Des serveurs et une communauté active et encore présente en 2016, c'est gratuit, le lien est dans la description avec les sources et ça mange pas de pain. Ce petit détour sur Meridian 59 étant assez court, je vous l'accorde, mais en même temps pas grand chose à raconter concernant le jeu. Passons désormais au très connu Ultima Online sorti en 1997. Si Neverwinter Nights sorti en 1991 cumulait près de 115 000 joueurs en fin de vie, Ultima Online est considéré comme le premier MMO populaire. Prenant place lui aussi dans un univers médiéval fantastique, il bénéficia de nombreuses extensions. Il est encore actif aujourd'hui et nécessite toujours un abonnement mensuel pour jouer. À travers une vue isométrique à la troisième personne, chaque serveur du jeu cumulait plusieurs milliers de joueurs.
Reprenant les mécaniques de gameplay de ses prédécesseurs dans les grandes lignes, le jeu apporta lui aussi son lot de nouveautés pour les joueurs qui contribuèrent à son succès. Nous pouvons y trouver un système de craft et une économie basée sur l'artisanat des joueurs, de nombreuses régions, classes, races, mais ce n'est pas tout. Le jeu introduisit un système de housing poussé, des combats entre factions pour le contrôle des villes et une personnalisation des compétences des joueurs très libre. Par exemple, certaines compétences sont plus utiles en PvE qu'en PvP. Le jeu s'est également imposé en termes de roleplay, toujours pratiqué sur les serveurs officiels aujourd'hui. Une chose que je reproche un petit peu au MMO actuel d'ailleurs, c'est l'absence d'implication chez les joueurs comme dans un JDR papier. J'ai l'impression que maintenant le jeu n'est plus qu'un terrain de jeu et non plus une expérience de vie parallèle. Si Ultima Online est resté dans les mémoires comme faisant partie d'une période qualifiée d'âge d'or des jeux de rôle en ligne, c'est pour ses possibilités d'influencer l'environnement et la liberté laissée aux joueurs de personnaliser leur avatar. Par exemple, les joueurs pouvaient créer un magasin ou engager des PNJ pour les assister. De plus, le jeu n'imposait pas un farm d'expérience que l'on retrouve dans la plupart des MMO actuels. Un joueur pouvait très bien devenir puissant et influent grâce à l'artisanat, le PvP ou ses connaissances sur l'environnement très vaste. Des caractéristiques que beaucoup de jeux en ligne ont perdu de vue ou tout simplement délaissées au profit de mécaniques basiques nécessitant moins d'implication de la part des joueurs. Ce qui est en partie le cas pour le jeu dont nous allons parler maintenant. Cela dit, ça serait occulter sa réussite et ses nombreux apports au genre du MMO. Sorti en 1999 sur Windows et Mac, EverQuest prend place dans un univers médiéval fantastique encore une fois. Le jeu est encore actif aujourd'hui et dépend d'une communauté très active. À la suite du succès de Meridian 59 en 1995, John Smedley, le fondateur de Sony Online Entertainment, voulut adapter le genre du MUD en 3D temps réel. Plongé dans un univers composé de plus de 400 régions différentes du fait des nombreuses extensions du jeu, 21 quand même, les joueurs ont le choix entre 15 races et 16 classes différentes. La mécanique principale du gameplay repose sur le farm de créatures, bien que de nombreuses quêtes soient accessibles à travers un système de mots-clés dans les dialogues des PNJ. L'artisanat est lui aussi présent. Depuis sa sortie en 1999, le jeu permet à tout type de joueurs de participer, du simple casual au hardcore gamer. La coopération est nécessaire pour avancer, le système de guild étant lui aussi très important. Le jeu est notamment connu pour sa grande difficulté. La mort du joueur entraîne une pénalité d'expérience, voire d'un niveau entier, et s'il ne ressuscite pas rapidement jusqu'à son cadavre, son équipement disparaît tout simplement. D'autres joyeusetés hardcore parsèment le jeu, par exemple l'impossibilité de se téléporter hors d'un donjon pour s'enfuir. Pour en finir avec EverQuest, celui-ci a malheureusement contribué à médiatiser les faits divers tournant autour de l'addiction et certaines nécrologies. Aux États-Unis, quelques joueurs ont eu de gros problèmes de santé physique et psychologique à la suite de sessions de jeu d'une durée de plusieurs jours. Certains ont également provoqué le décès de leurs proches et d'autres se sont suicidés. De nombreuses associations ont vu le jour pour soutenir les joueurs dépendants au MMO ou les familles victimes du comportement de leurs proches. On referme la parenthèse sombre de cette vidéo pour passer à un autre succès de l'âge d'or du MMO, il s'agit de Dark Age of Camelot. Sorti en 2001 sur Windows, il s'agit encore d'un MMO prenant place dans un univers médiéval fantastique dont les serveurs sont toujours actifs aujourd'hui. Le jeu a de multiples inspirations, scandinaves, irlandaises et anglaises. Si EverQuest paraissait encore comme un jeu atypique dans l'univers vidéoludique, le MMO n'ayant pas encore obtenu ses grandes marques, Dark Age of Camelot a su populariser et faire reconnaître le genre. Le jeu réemploie les caractéristiques de ses prédécesseurs pour ce qui est des races et des classes variées, de l'artisanat qui a une place importante dans l'économie du jeu, du PvP et du PvE, etc. Cela étant, le titre se distingue sur plusieurs points, notamment un moteur graphique plus développé qu'EverQuest alors que celui-ci n'est sorti que 2 ans auparavant. Les serveurs de jeu sont aussi séparés en plusieurs types comme le roleplay, le PvP, le PvE. Les temps de chargement entre les régions sont aussi quasiment inexistants, une première pour un MMORPG. La grande innovation de DAOC repose sur du PvP royaume contre royaume, avec des batailles pouvant aller d'une centaine de joueurs de chaque côté. L'objectif était de conquérir des territoires frontières entre les différentes régions du jeu. Ainsi, la réussite du titre auprès des joueurs reposa sur un PvP poussé et innovant, une communauté adulte, mature et RP, ainsi qu'un univers riche en environnements et créatures. En juin 2004, Dark Age of Camelot affichait plus de 250 000 abonnés. Petit aparté nouveauté pour les fans de MMO en manque de nouvelles expériences, en 2013 un projet Kickstarter a été lancé pour un jeu au nom de Camelot Unchained. Le but est de faire revivre le royaume contre royaume de DAOC de façon permanente à grande échelle et non instanciée. Le jeu sera entièrement orienté PvP et il est actuellement en phase alpha. À sa sortie en 2001, Dark Age of Camelot a eu d'excellentes notes dans les magazines et les sites spécialisés. La même année est sorti Anarchy Online, premier MMO à prendre place dans un univers de science-fiction. Comme pour Meridian 59, la parenthèse va être assez brève. Anarchy Online est sorti en 2001 sur Windows et proposait 2 ans avant le MMO Star Wars Galaxies un univers SF. Le jeu fut aussi le premier à introduire des quêtes dynamiques, des zones instanciées, la possibilité d'essayer le MMO gratuitement pendant une courte période et des publicités dans le jeu. Par exemple, on pouvait très bien avoir des panneaux publicitaires pour l'US Air Force, des compléments alimentaires ou encore Windows. Pour ce qui est du gros des mécaniques, je ne vais pas trop faire de blabla, c'est du EverQuest et Dark Age of Camelot. On passe à Final Fantasy XI qui avec Final Fantasy XIV fait partie de la saga Final Fantasy. Jeu auquel je n'ai jamais joué, honte sur moi,
Et à vrai dire, je m'en fous. En 2002 sort Final Fantasy XI sur PS2, PC et Xbox 360, en 2006 pour ce dernier. Inspiré directement de l'univers Final Fantasy, ce qui serait bizarre si ce n'était pas le cas, il est resté le MMO le plus joué au Japon de 2002 à 2006. Il propose comme ses aînés de nombreuses classes de personnages avec une personnalisation des avatars assez avancée pour l'époque, du PVP en retrait par rapport au PVE, un système de craft et de collecte de ressources, etc. Pour ce qui est du système de craft, il est la base de l'économie du jeu, les créatures lootant de la thune étant très rares. Le jeu est basé sur un scénario composé de plusieurs missions, mais on peut également compter sur la présence de quêtes secondaires pour le level upping. Chaque région possède ses propres missions scénario à l'image d'un Star Wars The Old Republic et ses nombreuses planètes. Le système de combat quant à lui est en temps réel et les ennemis sont rencontrés de façon aléatoire à travers l'environnement. Les joueurs peuvent également participer à de nombreuses activités annexes comme des courses de chocobo ou élever son propre chocobo, du housing avec jardinage intégré, un système d'arène face à des créatures capturées dans le jeu, etc. Si j'ai choisi de parler de ce MMO dans cette rétrospective, c'est pour sa particularité d'être déjà compris à l'intérieur d'une licence célèbre pour les joueurs. En 2009, Square Enix, le développeur du jeu, annonça que Final Fantasy XI venait d'atteindre les 500 000 abonnements. Le jeu a pourtant bénéficié d'extensions de 2003 à 2007, mais le nombre d'abonnés a continué d'augmenter après l'arrêt du développement du jeu. Un succès qui s'explique en majeure partie par la saga Final Fantasy à l'univers pourvu d'une grande richesse et immersif pour les fans de tout horizon. Encore aujourd'hui, il bénéficie d'une grande sympathie auprès des joueurs de MMO anglophones et nippons. J'y ai pas joué, je veux pas y jouer, et fallait pas me gaver avec Final Fantasy quand on était au collège. On passe à EVE Online. Sorti en 2003 sur Windows et Mac, EVE Online est un MMO de type science-fiction se déroulant dans le futur avec l'espace comme terrain de jeu. L'univers, lol MDR on parle de l'espace, est vaste de plusieurs milliers de systèmes solaires. La spécificité de ce MMO assez hard pour n'importe quel néophyte voulant s'y essayer réside dans l'influence des joueurs et de leur corporation, comprenez guildes, sur la politique et l'économie interne du jeu. La seule fois où j'ai vu une implication importante de la part des joueurs sur leur environnement, c'était sur Wakfu et son écosystème tributaire de l'action des joueurs. Dans EVE Online, la mécanique du jeu repose sur un système économique capitaliste couplé à une simulation spatiale de conquête, de conflits et de collecte de ressources. Même cette description me paraît un peu trop sobre, mais heureusement je ne suis pas le seul à galérer pour faire une synthèse des différents éléments du jeu. De cette synthèse grosso merdo, le MMO permet aux joueurs différentes activités. La collecte de matériaux et le raffinage de ces dites matières, l'investissement en recherche afin de pouvoir produire à son tour des vaisseaux spatiaux et vendre du matériel, du PVP à grande échelle entre différentes factions ou corporations de joueurs, mais aussi des événements organisés par des MJ, des chasseurs de primes, de l'exploration de zones méconnues, etc. Avec une communauté agréable et mature, bien que quelques coups bas soient totalement permis par les joueurs et le jeu, EVE Online affichait plus de 500 000 joueurs actifs en février 2013. Primé par de nombreuses récompenses, il est considéré comme un des MMO les plus compliqués qui soient aujourd'hui. Un succès qui n'est pas sans lien avec la liberté laissée aux joueurs par les développeurs. Un univers structuré par des alliances politiques et un système économique sans précédent dans un MMO ont permis de créer un jeu imprévisible sur de nombreux points. Je pense notamment à des espions au sein de corporations, des frappes chirurgicales prévues en avance par des centaines de joueurs en simultané, etc. Passons désormais au premier et unique MMO français de cette rétrospective dont je tenais personnellement à vous parler, il s'agit de Dofus. Sorti en 2004 sur tout plein de systèmes d'exploitation différents, il s'agit d'un MMO dans un univers médiéval fantastique aux mécaniques assez standards pour ce qui est du PVP, du PVE, du craft, des archétypes de classe, quêtes, donjons, guerre de territoire, bref. À une exception près, les combats du jeu se déroulent au tour par tour, ce qui en fait un des MMO les plus stratégiques que je connaisse, quand bien même le jeu aurait de nombreux détracteurs. Son environnement chatoyant et les maigres ressources nécessaires au fonctionnement du jeu ont permis à ce MMO d'être parcouru par plusieurs millions de joueurs actifs à travers le monde. En 2011, on recensait 3 millions de joueurs actifs, dont 2 millions de francophones. De ce fait, de nombreux serveurs ont vu le jour en proposant différents modes, allant du simple jeu classique jusqu'au serveur où la mort du personnage est définitive. Aujourd'hui, cela fait plus de 12 ans que le jeu est sorti, il a connu de nombreuses mises à jour, tant au niveau du contenu que du contenant. Son coût d'abonnement assez faible comparé à d'autres MMO et sa gratuité limitée dans l'espace en a fait pour beaucoup leur tout premier MMORPG. Ce qui est également mon cas, si je n'avais pas connu Dofus, je ne serais pas le joueur que je suis à l'heure actuelle. J'en garde un très bon souvenir, et maintenant, passons au boss du game. Sorti en 2004 sur Windows et Mac, World of Warcraft, World of putain de Warcraft... Non, promis, je vais rester objectif. Est un MMORPG médiéval fantastique inspiré directement de la licence Warcraft de Blizzard, de la littérature fantastique, de Warhammer, etc. Le succès phénoménal du titre, et oui 12 millions d'abonnés en 2010 c'est un succès incontestable, repose essentiellement sur la synthèse de mécaniques des MMO déjà existantes qui ont été améliorées par les gars de chez Blizzard. Ainsi, le MMO vous propose des donjons de 5 à 40 joueurs, du PVP sauvage ou instancié, un système économique et du craft varié, la présence de guildes, et petite exception par rapport aux ancêtres, de très nombreuses quêtes balisent l'aventure des joueurs dans leur progression.
1 an après sa sortie, le jeu avait déjà dépassé les 4 millions d'abonnés. Sa soudaine popularité a contribué dans les années qui suivirent à la sortie de nombreux MMO plus ou moins inspirés des nouveaux canons de World of Warcraft. Depuis, World of Warcraft s'est inscrit dans l'imaginaire collectif comme le jeu en ligne par référence en matière de MMO. Certains ne sont pas de cet avis, mais il suffit de voir à quel point le jeu s'immisce dans la culture populaire. On trouve des références dans South Park, Les Simpsons, The Big Bang Theory, Bienvenue à Zombieland, How I Met Your Mother, etc. Cet univers s'est également développé sur de nombreux formats. On y trouve des romans, des BD, mangas, jeux de rôle sur table, jeux de cartes à jouer et prochainement au cinéma le film Warcraft dont le trailer envoie du lourd personnellement. Nul doute que le film va aussi contribuer à relancer la machine à fric de Blizzard, le jeu allant en perte d'abonnés successifs depuis la sortie de l'extension Cataclysme. Voilà qui conclut notre tour d'horizon exhaustif de 1978 à 2004 concernant les MMORPG. Alors pourquoi s'arrêter à 2004 ? Eh bien tout simplement parce que je considère que malgré tous les MMO qui sont sortis depuis cette date, très peu ont fait avancer le genre. Certes, il y a eu quelques bonnes idées par-ci par-là, mais rien de méchamment novateur. J'aurais même tendance à trouver qu'on tourne en rond. Les mécaniques ne se renouvellent pas trop, la course au graphisme est aussi présente que dans les FPS, et les univers sont toujours enclins à pencher du côté médiéval fantastique. Attention, le tableau n'est pas tout noir non plus. J'ai eu de très bonnes surprises avec Marvel Heroes, The Secret World, Star Wars The Old Republic ou encore Amazing World. C'est un MMO pour enfants dans le style des bisounours. Très 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 sympa. Maintenant que j'ai fini ma rétrospective, ce qui était mon objectif principal, que peut-on conclure de toutes ces évolutions du genre ? Eh bien, malgré ce que j'ai dit vis-à-vis de pas mal de MMO récents, je pense que le genre a encore de beaux jours devant lui. Certains reprocheront au nouveau MMO d'être plus accessible, moins difficile qu'auparavant et faisant la belle place aux joueurs occasionnels et peu impliqués, à l'image d'un World of Warcraft où l'équipement au niveau est devenu facilement accessible. D'autres encore apprécient de voir le genre évoluer dans ce sens et de pouvoir plonger facilement dans ces univers palpitants bien qu'imaginaires. N'oublions pas que si nous voulons des MMO qui nous correspondent, c'est aussi à nous de le montrer en ligne, sur des forums, sur les réseaux sociaux, peu importe. De par nos habitudes de consommateurs, nous redéfinissons sans cesse les codes des prochains MMO qui s'habitueront au mieux dans une optique de rentabilité. Et pour bien finir cette vidéo, je dirais que c'est pas tant ce que le MMORPG était ou ce qu'il est devenu le plus important, mais plutôt les expériences que vous pouvez tirer de ces univers. Elles sont incomparables et inestimables à l'image de la vie IRL. Sur ce, je vous remercie, c'était Edouard sans W au service des MMORPG pour les servir. Je m'en vais. Voilà. Meporg, à se goinfrer des Meporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meporg, voilà. Meporg, ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMEOPR. Cette fois-ci, je vous propose la chaîne de Need Backup, une bande de rigolos qui vous feront passer un bon moment sur de nombreux jeux vidéo. Le montage est hyper bien soigné, et je dois dire que leur humour décapant m'a arraché plus d'un rire derrière mon écran. Si vous aimez les Wank Kill, Random Péon et autres compilations de bons moments, cette chaîne est faite pour vous. À la prochaine!